Un juge se moque d'un vétéran noir handicapé au tribunal. 5 minutes plus tard, c'est lui qui est menotté. Les lourdes portes en chêne de la salle d'audience 12B s'ouvrirent en grinçant, leurs gonds antiques protestant tandis que Daniel Briggs avançait sur le sol de marbre étincelant, l'écho de ses roues résonnant comme un battement de tambour sourd dans le silence caverneux. Des regards se tournèrent, certains écarquillés de curiosité, d'autres plissés de dédain, et des coins de la galerie, des murmures s'élevèrent, comme de la fumée, de fines volutes ricanantes qui s'accrochaient à l'air vicié de la salle d'audience. Daniel, un ancien combattant noir handicapé dont les médailles de service comportèrent des récits de sacrifices, s'était depuis longtemps habitué à ces regards, ce à quoi il ne s'était pas habitué, malgré le nombre de batailles qu'il avait menées à l'étranger ou dans son propre corps fracturé, c'était le poids accablant d'être traité comme une relique abandonnée dans le pays, même qu'il avait autrefois défendu au prix de son sang. Son procès contre la ville avait été, au départ, un simple plaidoyer pour la dignité, un combat contre une expulsion abusive et le harcèlement de fonctionnaires qui ne le considéraient que comme une nuisance. Mais, telle une allumette jetée dans l'herbe sèche, son modeste dossier avait déclenché un événement bien plus grave que ni lui ni son jeune avocat n'avaient anticipé. À l'insu de Daniel, 2 semaines plus tôt, au cœur des couloirs délabrés du commissariat de police du 9e district de la ville, l'agent Brian Keller avait commis une erreur qui allait mettre la ville entière à cran. Keller, un officier de rang intermédiaire dont la conscience était devenue un fardeau insupportable, s'apprêtait à dénoncer un réseau de corruption tentaculaire, saisie illégale de biens, pots de vin, atteignant des sommets jusqu'au bureau du gouverneur et ciblage systématique des quartiers minoritaires sous couvert de rénovation urbaine. Les mains tremblantes, Keller avait déposé son dernier acte de défiance, une mine de preuves, auprès du système judiciaire de la ville. Mais dans sa précipitation, il avait par erreur attribué ces documents au mauvais numéro de dossier, celui de Daniel Briggs, entre autres. En quelques jours, les rumeurs d'un scandale naissant commencèrent à se répandre, atteignant les oreilles d'hommes dont la carrière et la liberté étaient désormais gravement menacées. Sénateurs d'État, chefs de police, riches promoteurs, tous liés les uns aux autres par un réseau de cupidité et de malveillance, se retrouvèrent à la merci d'un vétéran handicapé qu'ils pensaient pouvoir facilement écraser. Depuis son siège, le juge William Torrance observait la scène, sa robe noire drapée sur sa silhouette trapue, tel un sombre étendard de pouvoir. Son sourire, mince et cruel, dissimulait à peine son dédain. Torrance avait été désigné des années auparavant pour ce genre de sale besogne. Il comprenait les ordres tacites, s'assurer que l'affaire de Daniel Briggs disparaisse sans laisser de traces, s'assurer que si Daniel quittait cette salle d'audience, ce serait dans la honte et le silence. Les doigts de Torrance tambourinaient légèrement sur le bord de son bureau, le rythme trahissant une impatience de lancer la farce. Dans la galerie, l'équipe juridique de la ville se tenait telle une phalange de vautours bien taillés, leurs costumes impeccables, leurs expressions encore plus nettes. Chaque homme représentait un pilier différent de la vieille garde, le syndicat de police, la mairie, le ministère du Logement et le réseau obscur d'entrepreneurs qui avaient profité de la démolition de maisons comme celle de Daniel. Ils étaient venus non pas pour se disputer, mais pour détruire. Daniel ajusta l'étoile de bronze fièrement épinglée à son revers, d'un geste lent et délibéré. Ce n'était pas la vanité qui le poussait à la porter, c'était le souvenir, c'était une armure. Il aperçut Malcolm Reed, son avocat, debout, raide à ses côtés, les traits crispés par une résolution nerveuse. Reed se pencha, d'une voix basse et tendue comme une corde d'arc, avertissant Daniel de rester calme, car il tenterait de l'humilier. Daniel hocha simplement la tête, son esprit resserrant déjà son emprise sur un fil fragile de patience. L'humiliation, pensa-t-il amèrement, était une arme qu'il savait bien manier. Les plaidoiries d'ouverture commencèrent avec une précision effrayante. L'avocat de la ville, un certain Thomas Veil, s'avança avec l'aisance assurée de quelqu'un qui n'avait jamais songé au poids moral de sa profession. Il dépeignit Daniel non pas comme une victime, mais comme un fardeau.
Un homme paralysé non par la guerre mais par la rage, combatif par nature, instable, imprévisible, une menace pour ses voisins et pour lui-même. Daniel resta immobile, écoutant son diagnostic de syndrome de stress post-traumatique, cicatrice de jours plus sombres, se transformer en un portrait menaçant. À chaque mot, Veil construisait un mur entre Daniel et l'empathie des spectateurs, brique après brique calomnieuse. Les spectateurs acquiescèrent, certains riant sous leur souffle, la vérité sur la vie de Daniel s'évaporant sous un flot de mensonges soigneusement répétés. Le juge Torrance présida l'audience avec le détachement suffisant d'un homme qui assiste à une pièce prédéterminée. Lorsque Daniel monta à la barre, manœuvrant son siège avec une dignité tranquille, Torrance se pencha en avant, une lueur de malice dansant dans ses yeux pâles. Daniel commença à raconter la nuit où des hommes en uniforme avaient défoncé sa porte, la pluie se mêlant aux éclats de son perron en ruine, les ordres cruels aboyés de quitter sa maison de 25 ans. Sa voix, bien que ferme, trahissait les tremblements du souvenir, l'écho persistant de la peur. Lorsqu'il parla de la grenade assourdissante qui avait explosé à quelques mètres de son fauteuil roulant, déclenchant un épisode de stress post-traumatique si violent qu'il se croyait de retour sur le champ de bataille, sa voix se brisa malgré ses efforts. Le juge Torrance ricana, un rire bas qui parcourut la salle d'audience et se logea comme une pierre dans le ventre de Daniel. « Rassurez-vous, sergent !» lança le juge d'une voix traînante, d'une voix pleine de compassion feinte. La salle d'audience ricanait, la cruauté palpable. Daniel sentit l'injustice lui serrer les côtes, un étau lent et se resserrant. Ses poings se serrèrent involontairement, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes calleuses. Il jeta un coup d'œil à Malcolm, qui lui lança un regard empli d'une rage impuissante, les jointures du jeune homme blanchissant, tandis qu'il serrait son bloc-notes. Quelque part derrière les hautes fenêtres de la salle d'audience, la ville s'agitait à son rythme habituel, inconsciente du drame qui se déroulait entre ses murs. Pour eux, Daniel n'était qu'une affaire comme les autres, un inconvénient de plus à gérer et à oublier. Mais Daniel savait que ce n'était pas le cas. Quelque part sous la surface, les racines de la corruption étaient profondes, enchevêtrant tout ce qu'il touchait. Il le sentait à la façon dont le sténographe du tribunal le regardait à peine, au sourire narquois de l'huissier chaque fois qu'il s'avançait, à la façon dont même le jury semblait soigneusement sélectionné pour refléter une communauté insensible à sa réalité. Et pourtant, malgré les difficultés, Daniel refusait de baisser les yeux. Il se força à raconter les horreurs qu'il avait endurées, la perte non seulement de sa maison, mais aussi de sa dignité, chaque mot étant une lame gravant sa vérité dans le procès-verbal. Le juge se laissa aller en arrière, paresseusement, feignant d'examiner des documents tout en échangeant discrètement des regards avec Veil et les autres avocats. Pour eux, tout cela n'était que du théâtre, une représentation macabre dont Daniel était le tragique idiot. Tandis que Daniel parlait, des fragments d'un autre récit vacillaient en arrière-plan, inaperçu pour la plupart, mais profondément ressenti par lui. Un souvenir refit surface spontanément. Le jour où il s'était engagé, la main du recruteur sur son épaule, lui promettant un pays qui valorisait le sacrifice. Le jour où il était revenu, blessé et brisé, pour ne trouver que porte close et une société qui avait évolué sans lui. Ces fantômes pesaient désormais lourdement sur ses épaules, invisibles mais étouffants. L'audience fut suspendue pour le déjeuner, et Daniel resta assis, refusant d'attirer l'attention sur la difficile manœuvre pour sortir du box des témoins exigus. Malcolm s'accroupit à côté de lui, murmurant des paroles rassurantes pressantes, mais Daniel l'entendit à peine. Son esprit s'emballait, non pas de peur, mais avec la détermination farouche d'un homme qui avait survécu à pire que les moqueries et les mensonges. Alors que la salle d'audience se vidait autour de lui, Daniel laissa son regard parcourir la pièce. Les imposantes colonnes, les hauts plafonds, les ornements dorés, tout cela conçu pour inspirer respect et respect, ne faisait que lui rappeler qu'il s'agissait d'un champ de bataille,
un simple front dans une guerre qui n'avait jamais vraiment pris fin pour des hommes comme lui. Ses doigts effleurèrent à nouveau les bords de l'étoile de bronze, le ramenant au sol. Quelque part, d'une manière ou d'une autre, pensa-t-il, la vérité finissait par trouver la lumière du jour. Elle l'avait toujours fait. Et si elle ne venait pas facilement, il la traînerait lui-même au soleil, centimètre par centimètre s'il le fallait. 2 semaines plus tôt, la nuit avait été épaisse de brume et d'une pluie qui trempait les vêtements en quelques minutes, lavant la crasse des rues, mais jamais les âmes qui les rôdaient. Derrière le commissariat du 9e district, dans une ruelle étroite engloutie par les ombres et le bourdonnement des lampadaires, l'agent Brian Keller avançait rapidement, le cœur battant la chamade. Sa respiration était brève et paniquée, se vaporisant dans l'air humide, tandis qu'il serrait la poche intérieure de sa veste. Nichée là se trouvait une petite clé USB, simple, sans intérêt, mais chargée d'une vérité capable de renverser des hommes perchés dans de hautes tours. Il connaissait les risques en recopiant les fichiers. Des chaînes d'emails détaillant des pots de vin, des virements bancaires reliant des juges à des sénateurs, des rapports de police falsifiés commandés par des hommes qui arpentèrent les couloirs de marbre du pouvoir d'État comme des dieux. Le système était conçu pour écraser quiconque osait lever le voile. Keller le savait, mais il l'avait fait quand même, espérant que, d'une manière ou d'une autre, la justice pourrait se frayer un chemin dans un système pourri de l'intérieur. L'embuscade survint alors qu'il tournait au coin d'une benne à ordures rouillées. Un éclair de mouvement, un grognement, puis des poings durs, implacables, lui martelèrent le visage, les côtes, le ventre. Il tenta de riposter, mais il était en infériorité numérique, et le monde bascula follement autour de lui. La dernière chose qu'il vit avant de s'évanouir fut une main gantée arrachant la clé USB de son manteau, disparaissant dans la nuit tel un voleur, emportant les péchés d'une nation. Keller survécut, de justesse. Mais lorsqu'il se retrouva caché, ensanglanté et brisé, il comprit qu'il devait agir vite. Dans un brouillard de douleur et de désespoir, il accéda au système interne du tribunal depuis un ordinateur portable cabossé, dans une chambre de motel empestant la moisissure et le whisky bon marché. Ses mains tremblaient tandis qu'il téléchargeait la dernière copie survivante des preuves, priant pour qu'elle reste enfouie juste assez longtemps pour que les bons yeux la trouvent. Dans son état de désorientation, il la classa par inadvertance dans une affaire civile à venir. Daniel Briggs contre la ville de Millstone. Puis il éteignit l'ordinateur portable, conscient qu'il venait de se faire une cible encore plus grande. De retour au présent, dans l'hostilité stérile de la salle d'audience 12B, Daniel Briggs sentait les murs se refermer sur lui. L'audience se déroulait à une vitesse infernale. Chaque objection soulevée par Malcolm était accueillie par le regard cinglant du juge Torrance et le coup sec de son marteau sur le banc. Les preuves minutieusement rassemblées par l'équipe juridique de Daniel, procès-verbaux officiels de harcèlement, rapports médicaux, avis d'expulsion criblés d'incohérences, furent jugées les unes après les autres, irrecevables par le juge, comme si la vérité elle-même n'avait pas sa place entre ces murs de marbre. Les témoins qui avaient promis de se tenir aux côtés de Daniel disparurent soudain, leurs absences justifiées par de vagues allégations de urgence et de obligations de dernière minute, qui semblaient aussi réelles que la justice que Daniel était censé recevoir. Malcolm se pencha pendant la brève suspension d'audience, son jeune visage pâle de colère et d'incrédulité, murmurant que quelque chose de plus profond, de plus sombre, se tramait en coulisses. Daniel n'avait pas besoin d'être convaincu. Son instinct, aiguisé par des années passées dans des zones de combat où la trahison avait souvent un visage amical, lui criait la même vérité. Cette audience avait été truquée bien avant qu'il ne franchisse les portes de ce tribunal. Lorsque les débats reprirent, l'atmosphère était chargée d'impatience et de cruauté. Daniel peinait à soulever un lourd classeur de preuves sur la table, avec son seul bras valide. Son fauteuil roulant vacillait légèrement sous l'effort, les muscles de son dos se nouant sous l'effort.
L'espace d'un instant, il sembla pouvoir réussir, retrouver un peu de dignité, mais le classeur lui glissa des mains, heurtant le sol avec un bruit sourd et humiliant. De l'autre côté de la salle, le juge Torrance laissa échapper un rire sec et cruel, tel un coup de feu visant l'âme de Daniel. La salle d'audience explosa de rires et de ricanements dispersés, comme si la lutte de Daniel n'était qu'un divertissement pour ceux qui avaient déjà décidé qu'il était inférieur à eux. Torrance se renversa dans son fauteuil, une expression de victoire suffisante, et murmura quelque chose d'inaudible à l'huissier, ce qui lui déclencha une nouvelle salve de ricanements. L'espace d'un instant, Daniel envisagea de se laisser submerger par la rage, mais au plus profond de lui-même, enfoui sous la douleur et l'humiliation, une braise tenace de patience brûlait encore. Il s'y accrochait de toutes ses forces, refusant de leur donner la satisfaction de le voir s'effondrer. Et puis, comme appelé par les cris silencieux d'injustice qui résonnèrent depuis trop longtemps dans la salle, les lourdes portes du tribunal s'ouvrirent avec une force qui fit taire toutes les voix en un instant. 2 agents fédéraux, leurs costumes sombres imprégnés de l'odeur de l'autorité et de la pluie, firent irruption dans la salle. Leurs gestes étaient vifs, posés, leurs visages gravés dans la pierre. Un frémissement de confusion parcourut la galerie, tandis qu'ils se dirigeaient droit vers le banc. Des halètements voltigèrent dans l'air comme des oiseaux effrayés lorsque l'agent principal sortit un mandat scellé, sa voix tranchant le silence stupéfait avec une clarté brutale. Il annonça que le juge William Torrance était en état d'arrestation pour obstruction à la justice, complot et corruption passive. L'espace d'une fraction de seconde, le sourire narquois de Torrance s'estompa, l'incrédulité illuminant son visage avant qu'il ne la masque sous un ricanement de défi. Mais il était impossible d'échapper aux agents qui l'entouraient, leurs poignes inflexibles, tandis qu'ils lui enfonçaient des menottes en acier froid autour des poignets. La salle d'audience sombra dans le chaos. Certains spectateurs se levèrent d'un bond, lançant des questions auxquelles personne ne prit la peine de répondre. D'autres restèrent bouche bée, le regard fixé sur le juge qui, quelques instants auparavant, régnait sur la salle avec une arrogance intouchable, était maintenant emmené comme un vulgaire criminel. Daniel resta figé, l'esprit luttant pour s'adapter à la réalité qui se déroulait sous ses yeux. La robe noire de Torrance traînait derrière lui comme un étendard dégonflé du pouvoir déchu, tandis qu'il défilait devant les avocats stupéfaits, les jurés chuchotants, les greffiers qui trouvèrent soudain la salle fascinante. Personne ne croisa le regard de Daniel, pas encore, mais il le ferait. Avec le temps, il le ferait. Les caméras postées devant le palais de justice allèrent bientôt immortaliser le moment où Torrance franchissait les portes, menotter leur flash le dépeignant dans un halo de honte. Les présentateurs de journaux télévisés se bousculaient pour obtenir des détails, les gros titres s'étalant sur les écrans de télévision et les réseaux sociaux. Un juge se moque d'un vétéran noir handicapé au tribunal. 5 minutes plus tard, c'est lui qui est menotté. L'ironie était trop crue, trop parfaite pour que le public puisse l'ignorer. Dans les heures et les jours qui suivirent, le cas de Daniel allait devenir le symbole de quelque chose de bien plus vaste que son propre combat. Il allait susciter un débat sur la pourriture cachée sous la surface des salles d'audience étincelantes et sur les hommes qui avaient trop longtemps joué à Dieu avec la vie de ceux qu'il considérait comme sacrifiables. Mais pour l'instant, dans la salle d'audience abasourdie et vide, Daniel se contentait d'observer. Son cœur battait douloureusement fort contre ses côtes, un mélange de justification, de chagrin et de rage bouillonnant en lui. Malcolm se tourna vers lui, son jeune visage illuminé d'une lueur féroce et pleine d'espoir, mais il ne dit rien. Les mots auraient été inutiles à cet instant. Ils savaient tous deux que ce n'était que le début. L'exposition de Torrance était une fracture, une fissure traversant les murs imposants de la corruption. Restait à savoir si elle allait s'élargir et faire s'écrouler toute cette structure pourrie. Daniel serrait fermement les accoudoirs de son fauteuil roulant, les jointures pâles, s'accrochant à la vague d'émotion qui menaçait de l'entraîner dans le naufrage. Au-dessus d'eux,
Le drapeau américain pendait mollement au mur derrière le banc désormais vide, ses couleurs ternies par les années et les mensonges proférés sous sa montre. Daniel le fixait, se demandant si les idéaux qu'il symbolisait pourraient un jour être véritablement récupérés, ou s'ils avaient été depuis longtemps troqués derrière des portes closes et des enveloppes scellées. Pour la première fois depuis longtemps, une lueur d'espoir prudente s'éveilla en lui. Il était fragile, cassant comme du verre, mais il était là. Peut-être, juste peut-être, la vérité finirait-elle par éclater. Peut-être que le sacrifice, la douleur, l'humiliation, les combats sans fin ne seraient pas vains. Daniel ajusta de nouveau l'étoile de bronze épinglée à son revers, le métal froid sous ses doigts, et leva le menton tandis que les agents entraînaient Torrance. Le combat était loin d'être terminé, mais pour la première fois, Daniel n'était pas seul. Le chaos explosa dans la salle d'audience comme une salve de pétards dans une verrerie. Les procureurs sursautèrent, déversant un déluge d'objections et de requêtes urgentes dans une tempête frénétique. Ils réclamaient l'annulation du procès, le non-lieu, la mise sous scellé immédiate du dossier. Les papiers volaient des bureaux. Le désespoir se lisait sur leurs visages lorsqu'ils comprirent que la procédure leur avait échappé. Dans les couloirs du palais de justice, les chaussures en cuir ciré des responsables syndicaux de la police résonnaient sur le sol en marbre tandis qu'ils arrivaient en masse, leurs costumes impeccables froissés par leurs vestes enfilées à la hâte. Ils aboyaient dans les téléphones, réclamant des interventions, des faveurs, tout pour endiguer l'hémorragie. Le bâtiment tout entier semblait trembler sous le poids de l'effondrement des structures du pouvoir. Dans la galerie VIP, hors de portée du public, deux hommes politiques au visage reconnaissable, des sénateurs connus pour leur fermeté face à la criminalité et leur sourire de campagne radieux, restèrent figés une fraction de seconde avant de s'éclipser par une sortie latérale habituellement réservée aux juges et aux hauts fonctionnaires. Leurs expressions étaient sombres, leurs lèvres pincées contenant à peine la fureur et la peur qui bouillonnaient en eux. Des années de corruption soigneusement orchestrées se déroulaient sous leurs yeux, et leur départ soudain ne passa pas inaperçu. Les caméras qui suivaient chaque mouvement capturèrent l'instant où leurs silhouettes polies disparurent derrière les lourdes portes de chêne. Daniel, toujours assis à la table de la défense, ne ressentit pas la vive émotion de triomphe qui parcourut certains spectateurs. Son corps meurtri, son bras recousu, son cœur las, il savait qu'il n'en était rien. Il observait le chaos avec un scepticisme profond et discret. En face de lui, Malcolm se pencha plus près, la voix basse et pressante, avertissant que ce n'était pas la fin, qu'il trouverait un autre moyen de mettre fin à l'affaire. Daniel assimila ces mots sans broncher. Dans son monde, la victoire était toujours liée à des ficelles, avec des griffes surgissant de l'obscurité pour la reprendre. Il n'eut pas à attendre longtemps pour comprendre à quel point Malcolm avait raison. En moins d'une heure, un juge remplaçant fut nommé si rapidement que le marteau avait à peine refroidi depuis le départ honteux de Torrance. Harold Beckett, vestige d'une époque révolue, s'installa sur le banc avec un air de dédain si épais qu'il collait au mur. Sa robe pendait raide sur sa silhouette frêle et sa bouche exprimait un mépris glacial. La réputation de Beckett le précédait. Il n'était pas étranger à la controverse, ses affiliations politiques étant indéniablement liées aux sénateurs dont les visages venaient de quitter la tribune. Sa nomination ressemblait moins à une mesure d'urgence qu'à un « Ave Maria », désespéré lancé par un système à bout de souffle. Beckett ne perdit pas de temps. Avec une précision glaciale, il tenta d'accélérer la procédure, bousculant les requêtes de la défense, ignorant la fumée du scandale qui étouffait encore l'air de la salle d'audience. Chaque décision qu'il rendait faisait pencher la balance. Chaque mot qu'il prononçait était une tentative calculée de reprendre le contrôle. Il a à peine pris conscience des murmures et des protestations qui s'élevaient des sièges publics. A peine tressailli lorsque les journalistes se sont rapprochés des premiers rangs, leurs stylos volant sur leurs carnets, leurs appareils photo brillant comme une centaine d'yeux fixes. Malcolm luttait pour tenir bon. Chaque requête déposée,
Chaque objection soulevée était comme jeter un sac de sable contre un raz-de-marée. Pourtant, c'est au cours d'un de ces moments de tension et de tension, enfouis dans le jargon juridique et les arguments procéduraux, que Malcolm tomba sur quelque chose qui fit s'accélérer son pouls avec une urgence brute et électrique. Ses doigts parcoururent sa tablette, les yeux plissés tandis qu'il naviguait dans le système interne du tribunal. Là, entre les dépôts de routine et les avis de procédure arides, se trouvait une erreur, une connexion de fichiers mal placés qui n'aurait pas dû exister. Malcolm marmonna dans sa barbe, le cœur battant, en remontant les dossiers. C'était comme trouver du pétrole sous un champ aride. Des milliers et des milliers de documents s'ouvrirent. Courriels, virements, comptes rendus de réunions, enregistrements clandestins. Des preuves qui ne se contentaient pas de relier l'expulsion abusive de Daniel, mais qui se répandaient comme un virus dans tous les recoins de la corruption de la ville. Des fautes policières si flagrantes qu'elles confinaient à la cruauté sadique. Des fraudes immobilières orchestrées avec une précision chirurgicale, des magnats du bâtiment acheminant des pots de vin pour expulser des vétérans et des familles à faible revenu des quartiers en voie de gentrification. Nom, date, montant. Tous méticuleusement catalogués, tous accablants. Daniel sentit le changement avant même que Malcolm ne puisse l'expliquer. Les cheveux se hérissèrent sur sa nuque, ses muscles se tendirent comme s'ils se préparaient à l'impact. Ce que Malcolm avait trouvé n'était pas seulement une clé, c'était un bélier. Le ventre de Daniel se tordit d'un mélange d'espoir et d'effroi. Il avait rêvé de justice, mais il savait que révéler un tel niveau de corruption ne resterait pas sans réponse. Malcolm n'hésita pas. Il s'avança pour déposer les dossiers comme preuve, se levant de sa chaise avec un calme qui trahissait l'incendie qui faisait rage dans son esprit. La salle d'audience se pencha collectivement en avant, la tension étant si vive qu'elle aurait pu couper la peau. Malcolm présenta les preuves d'une main ferme, mais la tempête cessa dès que le juge Beckett comprit ce qui se passait. Le visage de Beckett s'assombrit, presque monstrueux. Son marteau s'abattit dans un craquement qui fit vibrer les pichets d'eau en verre sur les tables. Il déclara d'une voix tonitruante dans la salle que le tribunal ne reconnaîtrait pas les preuves. Ces mots étaient irréfutables, empreints de l'arrogance aveugle d'un homme convaincu de son pouvoir intouchable. Des gardes armés en costume sombre, des hommes que Daniel avait reconnus lors des audiences précédentes, des hommes qui avaient toujours semblé plus fidèles aux apparences qu'au respect de la loi, se rapprochèrent de Malcolm. Leurs mains flottaient près de leur ceinture, leurs yeux durs, couverts de menaces inexprimées. Ce n'était pas un geste subtil, c'était de l'intimidation à l'état brut, diffusée au grand jour aux yeux de toute la salle d'audience. Les gardes n'avaient pas besoin de dégainer leurs armes. Leur seule présence envoyait un message brutal. « Reculez ou soyez écrasés ». Daniel eut un haut-le-cœur. Il agrippa le bord de la table de la défense, sentant le faible tremblement de son bras blessé, mais refusant de le laisser paraître. À côté de lui, la mâchoire de Malcolm se serra, mais il ne s'assit pas. Il ne recula pas. Il resta planté là, encadré par le bois massif de la table et la menace rampante des gardes, sa tablette encore illuminée par les dossiers ouverts. Beckett essaya d'avancer, faisant comme si l'incident n'avait jamais eu lieu, essayant de remettre les débats sur les rails comme si la salle d'audience n'avait pas aperçu l'abîme sous leurs pieds. Sa voix se fit plus forte, plus furieuse, mais elle ne parvint pas à couvrir le nouveau courant qui traversait la salle. La vérité avait éclaté à la surface, et aucun coup de marteau ne pouvait la sceller. Dans les gradins, une jeune journaliste locale, son badge de presse à moitié caché par une veste usée, tâtonnait avec son téléphone. Son instinct lui criait que l'histoire se déroulait sous ses yeux, et sans attendre la permission, elle commença à diffuser en direct. Sa caméra capta tout. Les gardes qui se pressaient, la colère rouge du juge, l'obstination et l'inflexibilité d'un avocat de la défense qui refusait de se laisser intimider. L'audience explosa en quelques minutes, des milliers de spectateurs de toute la ville, puis de tout le pays s'y rendant. Des écrans s'allumèrent dans les cafés, les salles de pause et les salons.
La salle d'audience devint un théâtre. Les acteurs, malgré eux, participant à un drame dont personne n'aurait pu écrire le scénario. Devant le palais de justice, de petits groupes commencèrent à se rassembler, attirés par la nouvelle qui se répandait comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Des pancartes de protestation apparurent comme des coups de pinceau spontanés de défiance. Une ville longtemps en proie à la méfiance bouillonnait maintenant de fureur. Daniel, figé dans l'œil du cyclone, le cœur battant si fort qu'il entendait à peine les débats. Beckett fulminait. Les procureurs se bousculaient, les gardes se profilaient, mais rien de tout cela n'avait d'importance. La vérité était éclatée. Il était trop tard pour l'enterrer à nouveau. Pourtant, il savait qu'il valait mieux ne pas présumer de la victoire. Le pouvoir ne capitulait pas facilement. Il se battait avec acharnement. Il se battait jusqu'au dernier souffle. Et tandis que Daniel était assis sous les néons froids, meurtri mais intact, il comprit que ce n'était que le début. La justice avait brisé les murs. Mais le combat pour faire s'écrouler cette maison pourrie ne faisait que commencer. Les images de la colère du juge Beckett, de sa tentative désespérée d'enterrer les preuves explosives et de son arrestation sur le banc, ont envahi tous les écrans américains avant la fin de la nuit. Les présentateurs des journaux télévisés ont interrompu les émissions avec des informations de dernière minute. Les réseaux sociaux ont débordé d'indignation, la vidéo étant décortiquée image par image, les visages du pouvoir s'efforçant de contenir les dégâts. Devant le palais de justice, un mur de manifestants s'est rassemblé, leurs chants résonnant sur les marches de marbre froide. Des vétérans en uniforme délavé ont serré les bras de militants des droits civiques, d'étudiants et de citoyens qui avaient depuis longtemps perdu espoir dans le système, mais qui sentaient désormais la peur de ceux qui le dirigeaient. Des bougies vacillaient dans des milliers de mains, tandis que des pancartes flottaient au-dessus de la foule. Justice pour Daniel, honorer les oubliés. Plus de silence. Pour la première fois, le visage de Daniel n'était pas une simple histoire parmi d'autres, perdue dans un océan d'injustice. C'était un phare, brut et indéniable, attiré par la lumière aveuglante de la justice nationale. Le chaos s'est élevé vers les cieux politiques. Les enquêteurs fédéraux, longtemps sommés de se retirer, furent alors libérés sous la pression de l'opinion publique. Les squelettes s'écroulèrent avec fureur. Des agents suspendus sans solde, des enquêtes internes ouvertes avec férocité, 2 sénateurs démissionnant sous un voile de honte qui les enveloppait comme une seconde peau. Les flashs des appareils photo les capturèrent, fuyant dans les couloirs, le visage sombre, creusé par la même corruption qu'ils exerçaient autrefois en toute impunité. Le juge Beckett, son arrogance brisée et son masque arraché, se retrouva au centre d'une enquête éthique en spirale, son nom craché par des commentateurs furieux et des citoyens. En observant le déroulement des événements, Daniel ressentit quelque chose qu'il reconnut à peine. Un basculement, un déplacement réel et tangible des pierres qu'il avait écrasées, lui et d'autres hommes comme lui, pendant si longtemps. La montagne qu'il avait été contraint d'escalader seul, sans corde ni allié, commençait à se fissurer et à s'effondrer sur ses fondations. Dehors, la foule était plus nombreuse, s'étendant bien au-delà des marches du palais de justice, débordant dans les rues bouclées par la police, désormais en retrait, la tête basse. Les flashs des appareils photo clignotaient, les drapeaux flottaient. Quelque part, une trompette retentit dans l'air raréfié du matin, une note tremblante qui se fraya un chemin à travers la masse humaine rassemblée. Daniel roula en avant, l'étoile de bronze épinglée sur sa poitrine, luisant sous la lumière incertaine du soleil. Il s'arrêta en haut des marches, sentant le poids de 1000 mains invisibles le soulever. Lentement, il leva la main droite, les doigts repliés en un salut sec et provocateur. Ce n'était pas pour le bâtiment derrière lui, ni pour le système brisé dont les fissures avaient finalement été ouvertes. C'était pour les frères perdus sans justice, pour les mères qui enterrèrent leurs fils sous des drapeaux silencieux, pour chaque promesse faite et rompue. Et cette fois, tandis que sa main se tenait fermement vers le ciel,
La foule se leva avec lui. Un à un, vétérans et civils levèrent la main, une vague de salut répondant à son appel. Pour la première fois de sa vie de service, Daniel Briggs ne salua pas seul.